Eh bien, bonjour à tous, ici c'est Jean-Christophe Pack et on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, une nouvelle interview cette fois-ci avec Valérie Maréchal, qui est aussi plus connue sous son ancien nom Madame Prix, et elle va vous expliquer juste après de quoi il s'agit. Et donc, tout d'abord, bienvenue Valérie, et merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi Jean-Christophe. Avec plaisir. Et aujourd'hui, en gros, le sujet que je t'avais proposé d'aborder, c'était bien comment se libérer des pensées limitantes qu'on peut avoir sur l'argent et qui peuvent bloquer, plutôt limiter notre succès. Et est-ce que tu peux, pour t'introduire, expliquer un peu qui tu es et pourquoi tu es la bonne personne pour parler de ça, justement? D'accord. Donc en effet, je m'appelle Valérie Maréchal. Avant, on me connaissait sous le nom de Madame Prix, mais mon activité a évolué. Je ne parle plus uniquement de prix, je parle aussi et surtout de relations à l'argent. Donc aujourd'hui, j'ai fondé Money Revolution en tant que spécialiste de la psychologie du prix et de la relation à l'argent. Et mon but, c'est d'aider les entrepreneurs à transformer radicalement leur relation à l'argent en les aidant à se libérer de toutes les peurs, les conditionnements et les mécanismes d'autosabotage qui freinent la croissance de leur entreprise. Et pour ça, on va aller travailler à la fois sur leurs pensées limitantes sur l'argent, mais on va aller beaucoup plus loin. Parce que je ne suis pas money mindset coach. Moi, j'ai décidé d'aller beaucoup plus en profondeur pour vraiment qu'on arrive à transformer votre identité par rapport à l'argent, par rapport à la création de richesse et par rapport à la valorisation de vos talents. Et comment est-ce qu'on fait? On regarde l'alignement entre les pensées sur l'argent, entre les émotions que l'argent génère et entre ce que votre corps raconte au sujet de l'argent. Ok, c'est quand même très très spécialisé du coup. C'est très spécialisé. Je crois que je suis la seule à aborder ce sujet-là, en tout cas en francophonie. Et comment tu en es arrivé là? Ah, c'est toute une évolution. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la question du prix quand j'étais commerciale dans l'industrie pharmaceutique. Ça a duré pendant 15 ans. Et je me suis intéressée à comment on fabriquait les prix à ce moment-là parce que j'ai vendu un produit très cher. Et on m'a dit, c'est pas la qualité du produit qui est réellement en avant, enfin c'est pas tout ce qu'on a mis dedans qui est mis en avant dans le prix. On m'a dit, nous sommes les meilleurs, donc nous sommes les plus chers. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, quand j'ai décidé de changer d'orientation, comme j'avais mon expérience de commercial, j'ai proposé de la consultance en stratégie commerciale, avec aussi un petit peu de neuromarketing parce que je m'étais formée dans ce domaine-là. Puis j'ai vite vu que le problème principal des entrepreneurs était lié à leur prix. Ils savaient pas comment proposer le juste prix. Il y a très peu de formations dans ce domaine-là. Enfin, à l'époque, il y en avait très peu. Ensuite, je me suis rendu compte que la stratégie prix, c'était bien, mais ça ne suffisait pas parce que mes clients étaient toujours bloqués. Ok, ils avaient un nouveau prix qui correspondait mieux à ce qu'ils offraient, mais ils étaient pas toujours capables de le présenter à leurs clients. Donc, j'ai travaillé sur les croyances par rapport au prix et je me suis rendu compte que au-delà du prix, il y avait toute leur histoire par rapport à l'argent qui était à prendre en compte aussi. Et tant qu'on n'avait pas été débloqué des choses à ce niveau-là, eh ben, on n'arrivait pas encore à parler de prix, d'argent, de factures, de devis sereinement avec nos clients. C'est ça. C'est vrai que maintenant que j'y pense, avec tout ce que tu viens d'expliquer, moi, des problèmes avec le prix, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc il y a 4 ans, j'en ai eu énormément, surtout au tout début quand on nous disait, bah voilà, tu as défini ton service, maintenant il faut définir un prix. Et on se lançait dans le marketing digital, on n'avait pas eu d'expérience avant, on n'avait pas été dans une agence ou quoi, donc on n'avait aucune idée des prix. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on devait faire? Bah, on devait essayer de chercher les prix des concurrents, etc. Mais même là, on se disait, mais on n'est pas légitime pour faire de tels prix, etc., etc. D'accord. Donc, il y avait déjà plein de pensées limitantes qui nous bloquaient au niveau du prix. Donc, je vois très bien de quoi tu parles. Et à mon avis, il y a plein dans les auditeurs, auditrices, ils doivent aussi se reconnaître là-dedans. Mais la question que je me pose ici, c'est ces pensées et croyances limitantes, d'où elles viennent? Alors, elles viennent de plusieurs endroits. Il y a d'abord tout ce que tu as entendu au sujet de l'argent dans ta famille. Quand tu es petit, tu absorbes énormément d'informations et tu as entendu des phrases certainement récurrentes, tu as vu des comportements récurrents, tu as peut-être ressenti un stress par rapport à l'argent que tes parents essayaient peut-être de te cacher, mais l'air de rien, on ressent toutes ces choses-là. Donc ça vient en priorité de là. Ça vient aussi parfois de la religion.
la religion judéo-chrétienne, c'est les pauvres iront au paradis en premier. Ça laisse des traces, l'air de rien. Ça vient aussi de tout ce qu'on a entendu dans les médias, dans les films. Si tu regardes simplement les dessins animés avec les contes de fées, la personne riche, c'est souvent la personne mauvaise. Effectivement, ouais. C'est étonnant quand même, hein. Ouais. Donc, on a regardé plein de dessins animés, on a entendu plein de contes de fées quand on était petit. Eh ben, tous ces contes de fées où la personne riche était mauvaise, ça a forgé notre vision des riches. Et qu'est-ce qu'on entend bien souvent? Mais les riches sont méchants, les riches sont avides. Et donc, à force d'intégrer cette croyance-là, on se dit, ok, s'ils sont méchants, mais moi j'ai pas envie d'être méchante, donc je ne veux surtout pas leur ressembler. Donc, inconsciemment, je ne veux pas devenir riche pour ne pas devenir comme eux. Mmh. Ouais, c'est quand même fou quand on y pense. Oui, exactement. Et du coup, ces croyances qu'on a au fond de nous, même beaucoup de choses qui sont inconscientes, comment elles se traduisent dans nos comportements au quotidien? Qu'est-ce que ça implique au niveau des conséquences? Alors, tu peux avoir deux types de conséquences puisqu'on est tous à la fois des consommateurs et des entrepreneurs. Enfin, en tout cas, les gens qui écoutent ton podcast sont entrepreneurs. Au niveau des consommateurs, on va avoir deux types de comportements principalement. Il y a les gens qui vont dépenser de manière inconsidérée et qui vont se mettre en difficulté. Et il y a les autres qui vont plutôt avoir tendance à thésauriser un maximum. Donc c'est soit je laisse l'argent loin de moi parce qu'il me fait peur pour une raison bien particulière, soit j'amasse le plus possible. Mais la peur qu'il y a derrière ça est la même. Elle a la même racine. C'est un manque de sécurité intérieure qu'on va essayer de combler soit en achetant plein d'objets divers et variés, donc on accumule des objets, soit on va essayer de le combler en accumulant un maximum d'argent. Mais on peut avoir des millions sur son compte en banque et toujours se sentir insécurisé parce qu'on va chercher une réponse à l'extérieur alors que le problème il est à l'intérieur. Donc ça ne fonctionne pas. Et chez les entrepreneurs, le souci qu'on aura le plus souvent, c'est que ces croyances-là vont bloquer tout un tas de choses au niveau du processus de vente. J'ai souvent des gens qui viennent me trouver en disant j'aime pas de faire des devis, donc je traîne au maximum avant de les envoyer. Ou j'ai peur d'envoyer ma facture, ça me met mal à l'aise, j'aime pas de faire ça, donc je le fais pas. Tout ça, c'est des mécanismes d'auto-sabotage qui vont freiner la croissance de ton entreprise ou qui vont même te mettre en difficulté parce que les clients qui viennent vers toi se disent mais c'est quoi ça, je lui ai demandé un devis, il me l'envoie pas ou j'ai toujours pas reçu la facture et ça fait 10 mois que le service a été proposé, c'est pas sérieux en fait. Et donc toutes ces petites choses-là font que on va se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues mais sans réellement le voir. Parce que les mécanismes d'auto-sabotage sont tellement bien construits en général qu'on ne se rend même pas compte qu'ils sont là. Mais c'est vrai que j'ai un exemple maintenant, encore une fois par rapport à moi, où c'était surtout au début, où quand j'avais un gros projet qui m'était proposé et que je devais faire une offre, c'est pas que c'était plutôt inconscient, mais je procrastinais le fait de faire cette offre. C'est exactement ça. On repousse en fait l'échéance parce que c'est quelque chose qui nous fait peur et on se dit ah oui mais je dois d'abord faire ça, je dois d'abord communiquer sur ça, j'ai d'autres choses à faire, je le laisse pour plus tard. Et en fait c'est un moyen d'éloigner le problème qui nous fait peur. Et est-ce que tu as déjà identifié des types de profils de personnes qui sont plus sujettes à avoir des croyances limitantes assez fortes par rapport à l'argent? Non, parce que j'ai vraiment eu tout type de public. J'ai eu des gens qui viennent de familles modestes et donc qui ont eu une certaine expérience avec l'argent ou le manque d'argent, mais j'ai aussi eu des gens qui venaient de familles très riches où l'argent coulait à flot. Oui. C'est pas pour ça qu'ils étaient à l'aise avec l'argent non plus. Et finalement, ils peuvent avoir le même type de croyances. Et c'est marrant parce qu'on a les croyances limitantes conscientes, donc les premières qui nous arrivent en tête quand on va y penser. Ça peut être oui, moi je me contente de peu, j'ai pas besoin de plus. Mais quand on va chercher derrière, en fait, c'est intéressant d'aller voir les croyances limitantes inconscientes. Mais ça, tu n'y as pas accès directement. Il faut avoir de l'aide en général pour pouvoir y avoir accès. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses très très bizarres qui sortent. J'avais une cliente qui avait eu comme croyance limitante
qui était ressortie, c'était mon travail vaut moins que celui d'un homme. Ok. C'est étonnant, hein. Ouais. Et une autre, c'était là, ça venait vraiment d'un type de famille bien particulier. C'est les femmes n'ont pas le droit de gagner de l'argent. C'est plus vrai aujourd'hui, mais c'était toujours une croyance vivace pour elle. Tellement ça avait été important dans sa famille à une époque. Ok, ouais. Ah, c'est quand même fou qu'il y ait encore ce genre de pensée là aujourd'hui quand on y pense. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout ce que tu as construit dans ta vie, mais il y a tout le bagage hérité aussi. Donc, ce qui s'est passé dans les générations précédentes, même si ça n'a plus aucun lien avec la vie qu'on vit aujourd'hui, ça peut encore avoir un poids bien particulier sur ta vie. Imagine des gens qui ont vécu une famine il y a des générations et des générations. Ben, la peur a peut-être été tellement grande de mourir, de se retrouver sans rien, que les générations d'après continuent à avoir peur de manquer et faisaient des réserves de nourriture. On le voit, nos grands-parents ont vécu la guerre. Et ben, ma grand-mère avait fait des stocks de savon dans le grenier, par exemple. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'avais tendance à stocker plein de choses comme ça au cas où. Alors qu'aujourd'hui, on manque plus de rien, on n'a plus vécu de famine depuis très 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 longtemps, donc on l'a pas vécu nous-mêmes. Il n'y a aucune raison que ça se produise, mais on garde ce comportement inadapté. Et que penser justement des stocks de papier toilette pendant le Covid? Là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. C'est pourquoi du papier toilette? Parce qu'en plus, ça se bouffe pas. S'il y a bien un truc important, c'est d'avoir à manger d'abord. Si t'as pas à manger à boire, tu meurs. Si t'as pas de papier toilette, tu peux toujours te démerder. Donc, j'ai pas compris. Ouais, c'est peut-être pas lié à l'argent là du coup. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais du coup ici dans les croyances limitantes, j'avais entendu dans une des interviews que tu avais déjà faites avec d'autres personnes que tu parlais des gens qui vont dire mais tiens moi j'ai pas trop envie de développer mon entreprise au-delà de tel stade parce que ça veut dire plus de problèmes, etc., etc. Mais est-ce que c'est d'office des gens qui ont peur d'avoir de l'argent ou c'est vraiment des gens qui, au fond d'eux, n'ont pas envie de devenir trop gros? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, en fait, j'ai vu récemment sur LinkedIn pas mal de posts de ce type-là, où j'ai Ouais, pas envie de trop grandir parce que si je grandis trop, je vais avoir plus de soucis. Ce que j'ai remarqué, c'est souvent la peur de la réussite qui est derrière ça. ok. On parle souvent de la peur de l'échec parce qu'elle est socialement plus acceptable. Tu peux dire j'ai peur de me planter et tout le monde va dire mais non, t'inquiète. Si tu dis j'ai peur de trop bien réussir, les gens vont te regarder avec des grands yeux en disant mais il se passe quoi? Mais en fait, la peur de réussir est ce qui nous bloque beaucoup plus. Parce que tu te fais tout un film en te disant je vais commencer à gagner beaucoup d'argent, mais je sais que les riches sont mauvais puisque je l'ai vu dans les contes de fées quand j'étais petit. Je vois plein d'exemples aujourd'hui avec des gens très riches et qui détruisent complètement la planète, donc j'ai pas envie de leur ressembler. Euh, Si je commence à avoir beaucoup d'argent, est-ce qu'on m'aimera encore vraiment pour moi ou pour mon argent? Ou est-ce que mes amis fidèles ne vont pas risquer de me rejeter parce ils vont se dire je suis devenu complètement différent? Est-ce que moi je vais garder mes belles valeurs ou est-ce que je vais devenir un connard ou une connasse finie? Donc tout ça, c'est des peurs qui sont liées à la réussite. Et je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec ces gens-là, enfin quand on n'a pas pu aller chercher l'origine de leur croyances, mais en fait, ils ne s'en rendent pas compte, mais souvent on a l'impression qu'on fait des choix pour nous, mais c'est pas vraiment nos propres choix, on n'est pas maître de nos choix. C'est tout l'héritage justement des croyances des parents, de la famille et de ce qui s'est passé dans notre vie qui vient perturber notre choix. Et en fait, on ne fonctionne pas en fonction de qui on est vraiment aujourd'hui, on fonctionne par rapport à tous nos conditionnements. Et en fait, on fait Ouais. parfois des mauvais choix à cause de ça. Ok. Et donc, dans ce cas-là, la peur de réussir, elle est aussi liée, je pense, au fait qu'il y a dans notre société, en tout cas ici en France, Belgique, quand quelqu'un réussit, il est souvent mal vu. Souvent, ah, celui-là, Une fat. c'est un con qui a réussi, qui a plein d'argent, etc. C'est le patron, le méchant patron, tous ces trucs-là. On voit souvent, je connais beaucoup de gens qui ont cette vision-là. Mhm.
du coup, j'imagine que ça doit jouer beaucoup sur cette peur de réussir aussi. En plus du fait de, bah tiens, si j'ai beaucoup d'argent, ça implique que je serai le méchant parce que j'ai vu ça dans les films, etc. Alors, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. En effet, une des plus grandes peurs que je vois souvent chez mes clients, c'est la peur du rejet. Et c'est normal, parce que dès que tu es écarté du groupe, tu n'es plus en sécurité. Quand tu es dans un groupe, tu es en sécurité. Donc, si tout le monde m'accepte parce que j'ai peu d'argent ou le même niveau de revenu que mes amis, je suis dans le groupe, je suis en sécurité. Si quelque chose change à ma situation, je vais me sentir rejetée et j'ai peur parce que ça met ma vie en danger. En réfléchissant évidemment comme un homme préhistorique, hein. Mais bon, c'est ton cerveau primitif en fait qui réagit. Et c'est pour ça que c'est important de voir ce qui se passe au niveau des ressentis dans ton corps. Ça donne beaucoup d'indications. La deuxième chose, c'est que toutes les fois où on va juger ou critiquer les autres, ça donne de très bonnes indications. En fait, quand tu juges ou que tu critiques quelqu'un, ça veut dire que soit tu ne te sens pas capable de faire la même chose que lui, soit t'as vraiment envie de le faire, mais tu sais pas comment. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, ah, le connard de riche, mais derrière, mais comment est-ce qu'il a fait? Et pourquoi lui, il a réussi et pas moi? Et donc, c'est intéressant d'aller voir tous ces jugements, toutes ces critiques, parce que ça donne beaucoup d'indications sur qui tu es et ce que tu veux faire. C'est vrai, j'ai été accompagné par un coach, il m'a dit quand il y a quelqu'un que tu détestes, essaye de comprendre pourquoi tu le détestes, quel trait de caractère tu détestes, parce que ça veut sûrement dire qu'il a une qualité ou un trait de caractère que toi tu n'as pas, qu'il a peut-être un peu trop développé et au fond de toi t'aimerais bien avoir. Par exemple, quelqu'un qui est très extraverti, alors que moi je suis introverti, peut-être que je vais me dire celui-là il me fait chier à parler tout le temps de lui. Alors que peut-être qu'au fond de moi, j'ai envie de pouvoir aussi, moi, m'exprimer plus facilement en public, etc. C'est ça. Tout à fait. Oui, en effet. Ah, c'est super intéressant ce sujet-là. On pourra encore en parler pendant des heures, mais on va peut-être revenir sur le prix, enfin les fausses croyances liées à l'argent. Et moi ici, sur base de tout ce que tu viens d'expliquer, parce que voilà, on comprend bien que les conséquences, elles peuvent être assez importantes sur le développement, parce que imaginons, j'ai plein de croyances limitantes par rapport à l'argent. Au final, mon business, il va pédaler dans la choucroute, je vais jamais avancer. Je vais tout le temps en train de me dire, mais tiens, non, j'ai une énorme offre qui m'arrive, et au fond de moi, je vais commencer à m'auto-saboter, je vais pas la faire, je vais faire exprès de la rendre en retard, etc., etc. Enfin, exprès, entre guillemets, mais bon, voilà, je vais la rendre en retard, etc. Inconsciemment, tu vas le faire, c'est ça. Alors, c'est quoi la solution par rapport à ça? Comment on fait pour éviter de tomber dans ces pièges-là et du coup de se saboter, de saboter son succès? Alors, j'aurais envie de te dire, venez me voir. Forcément. Mais on peut commencer tout seul à essayer de détecter nos modes de fonctionnement. Si justement tu as remarqué que tu avais tendance à procrastiner et à envoyer tes offres en retard, mais déjà en prendre conscience, tu vas te dire oui, c'est quoi le problème là derrière? Donc tu peux forcer un petit peu en disant maintenant, je reçois une offre, je me donne tel délai pour la rendre et pas au-delà. Tu peux aussi te dire, tiens, je sais que j'ai ce type de fonctionnement-là, quel est le bénéfice caché derrière? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de ne pas rendre tes offres en temps voulu et d'attendre le dernier moment? Quel bénéfice? Est-ce que c'est un bénéfice de faire ça? Je crois pas qu'il y ait C'est quoi le vraiment bénéfice caché? Il y a un bénéfice caché. Il y a un bénéfice caché dans le fait de rendre en retard? Il y a un bénéfice caché. Ah bah, je t'avoue que je le vois pas. Ça pourrait être tout simplement de ne pas t'exposer, de ne pas te mettre en danger par rapport à ce client, puisque tu ne sais pas réellement ce qu'il veut, quel prix il pourrait accepter. Okay. Maintenant qu'on a vu le bénéfice caché, quel est le coût d'avoir ce comportement-là, de rendre tes offres en retard? Ah, c'est de perdre l'offre. De perdre l'offre, d'avoir une mauvaise image auprès de ton client qui ne fera plus appel à toi, qui va surtout pas te recommander non plus. Si on pose la question, on dira « Oh non, il est pas sérieux, il envoie jamais ses offres. » Donc ça, c'est le coût. Et tu fais la balance. Est-ce que mon bénéfice caché est plus important que le coût réel du fait de ne pas agir? Ah, pas du tout. Et à ce moment-là, ça peut déjà te faire prendre conscience que oui, ce serait peut-être temps de passer à l'action et de changer les choses. Après, il faut encore avoir cette conscience de faire ce pour et le contre. Mais et tu penses quoi de tout ce qui est
affirmations, etc. Quel est ton avis là-dessus? Ah, Enfin, les fameuses oui. pour expliquer peut-être à celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les affirmations, est-ce que tu peux expliquer, définir le terme? Alors, on entend beaucoup parler, quand on rentre dans ce domaine-là, des affirmations positives, genre, l'argent vient à moi facilement, de manière fluide et en continu. C'est un peu la méthode Coué, en fait. Si tu fais juste des affirmations positives et j'avais rencontré quelqu'un qui me disait qu'il travaillait avec un Américain et qui se répète tout le temps, I've got a millionaire mind, donc j'ai un esprit millionnaire, enfin quelque chose dans le genre. Tu peux te répéter ça toute la journée. Si tu mets rien en place derrière, si tu fais aucune action, a priori, il va rien se produire. Mm-hmm. Oui. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de livres sur l'entrepreneuriat, ou même des influenceurs du type Tony Robbins, etc., qui mettent ça très en avant, mais allez, comment dire, c'est expliqué d'une manière un peu comme si c'était de la magie, où tu vas te le répéter, et puis pouf, je vais avoir plein de sous qui vont apparaître dans les mains. Tu vois, surtout dans Think and Grow Rich de Napoléon Hill, où là, c'est vraiment, quand tu le lis la première fois, t'as l'impression que c'est de la magie, tu vois. D'ailleurs, mon associé, il me disait quand il a lu, il trouvait que c'était n'importe quoi. La fameuse pensée magique. Ça fait longtemps que j'ai plus relu Napoléon Hill. Je sais même pas où j'ai foutu le bouquin. Donc, je me souviens plus trop ce qu'il racontait. Mais la pensée magique, c'est bien. Ça peut t'aider au début si t'as vraiment trop de pensées négatives. Mais il faut absolument mettre quelque chose en place derrière. Juste se dire, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto. Si tu joues pas au loto, tu gagneras pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. J'ai lu un autre livre qui parlait des affirmations. Ils expliquaient justement comment faire des bonnes affirmations. Après, tu me diras ce que tu en penses. C'est donc, effectivement, tu dis l'objectif que tu veux atteindre, ce que tu veux avoir, et puis tu te répètes ce que tu vas mettre en place pour le faire dès maintenant, tu vois. Et donc, par exemple, tu vas dire, j'aimerais bien avoir, je sais pas, générer 20 000 euros par mois avec mon activité de freelance, par exemple. Et donc, je vais faire, dès aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça et ça, tu vois. Et forcément, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Chaque semaine, chaque mois, tu les remets à jour. Oui. Et est-ce qu'ils te disent là-dedans que tu dois ressentir l'effet que ça fait déjà si tu étais déjà à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou pas du tout? C'est juste poser des objectifs clairs. Ça, en gros, c'est à coupler avec les fameux exercices de visualisation, effectivement. D'accord. Ok. Alors, encore une fois, moi qui vais beaucoup plus loin, je vais te dire, c'est peut-être bien. Mais si t'as pas réglé le problème de base, c'est juste mettre un joli sparadrap, quoi, mais ça va pas guérir. C'est comme si tu te disais, ok, j'imagine que je fais un super repas au resto, tu crèves de faim et tu visualises ton repas au resto et c'est bon mais à la fin, t'as pas mangé, donc t'as toujours faim. Ouais. Et du coup, quand tu fais le travail avec un de tes coachés, enfin, je sais pas comment tu les appelles, est-ce que c'est des coachés? Je ne me définis pas comme coach, donc c'est des clients. Ok. C'est quoi que tu fais concrètement pour aller travailler sur vraiment les problèmes qui sont profondément ancrés au fond d'eux? Alors, j'utilise évidemment différentes techniques, mais je développe de plus en plus mes ressentis. Donc, les accompagnements se passent toujours, comme pour l'instant, en ligne, mais même à travers l'écran, j'arrive à ressentir les émotions de mon client et à ressentir ce qui se passe dans son corps. Et c'est très intéressant parce qu'il peut pas me raconter de conneries. Parce qu'il va y avoir ce qui me raconte et son cerveau va vouloir le protéger et donc va me donner une jolie version des choses. Mais moi, je vais sentir tout de suite si c'est vrai ou si c'est faux. Et en fonction de ce que je vais ressentir, de ce que lui ressent, ça va me permettre de recadrer le débat beaucoup plus vite. Donc en fait, on commence par déblayer le terrain où il va m'expliquer un petit peu sa relation à l'argent. Et moi, je vais tout de suite mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qu'on doit aller travailler. Et donc, j'ai plusieurs techniques, j'ai plusieurs exercices qu'on peut faire, mais il se passe de plus en plus comme une espèce, ça me fait bizarre de dire ça en étant universitaire, mais comme une espèce de guérison. Pendant que je parle, mes clients me disent « Ah oui, je sens en effet qu'il y a un changement qui se passe. » Et donc, je suis pas coach, je suis pas thérapeute, je suis pas guérisseuse. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais toujours est-il que ça se passe à tous les niveaux. Ça se passe au niveau du mental. On va aller nettoyer les émotions avec des techniques comme le l'EFT, l'Ho'oponopono et différentes choses.
On va aller travailler les ressentis dans le corps et là, je pense que c'est au niveau énergétique que ça se passe. Bon, il y a aussi différents exercices, mais c'est vraiment, on reste pas en surface. On va vraiment en profondeur pour faire le meilleur travail possible pour éliminer un maximum de choses. Tout en sachant que on n'a jamais fini de travailler. Donc moi, mon but, en fait, c'est de rendre les gens autonomes le plus rapidement possible, de les aider justement à reconnaître leurs mécanismes d'autosabotage pour qu'ils se disent « Ah oui, là, en fait, je suis en train de procrastiner, donc ça veut dire que je vais passer à un prochain palier, donc ça veut dire que je dois me mettre au boulot et pas attendre 6 mois pour ne pas être retardé. » Et donc, c'est leur apprendre à devenir autonome et à reconnaître ça pour que ça ne les bloque plus par la suite. Et pas faire comme certains en disant « mais c'est pas grave, t'as pas encore compris, mais je te vends encore un truc derrière, et puis si t'as pas encore compris, je te vends encore un autre truc derrière, et puis je te tiens comme ça pendant 3 ans. » Donc j'imagine qu'il y a donc des outils à appliquer au quotidien. Alors, ils ont en général souvent des devoirs à faire entre chaque séance. Ça bouge beaucoup au début, parce que on va essayer d'aller rapidement trouver, par exemple, l'émotion qui est cachée derrière leur problème avec l'argent. Et ce qui est marrant, c'est de voir la transformation qu'ils vivent très rapidement. Ils me disent, c'est incroyable, j'ai pas parlé du travail que je faisais avec toi à mon entourage, mais je vois déjà une transformation dans mon entourage ou avec mes clients. Tout simplement parce que le travail qu'ils ont fait sur eux fait qu'ils changent de posture, ils changent d'énergie. Et ça se ressent à l'extérieur. Des gens qui avaient tendance à se laisser marcher sur les pieds par leurs clients, qui avaient des clients qui négociaient beaucoup, qui essayaient toujours de diminuer les prix ou qui ne payaient pas en temps et en heure, eh bien, la prochaine fois qu'ils se présentent chez ce client-là, tout va bien, les clients payent, ils discutent pas, ils sont contents. Donc, ils sont vraiment, c'est magique à la limite. Mais non, c'est juste qu'ils ont pris une nouvelle assurance, ils ont adopté une nouvelle identité par rapport à l'argent, par rapport à la création de richesse, par rapport à leur prix, par rapport à la valorisation de leur talent. Et ça se ressent à l'extérieur. Ok. J'aimerais bien justement prendre peut-être quelques cas concrets. On va prendre ce qui me vient par la tête là maintenant. Imaginons, je suis habitué à faire un prix particulier. Je me dis, tiens, ce prix-là, il représente pas vraiment la vraie valeur de ce que j'apporte. J'aimerais bien l'augmenter. Mais au fond de moi, je suis bloqué. Je me dis, ah, ce prix-là, il est quand même un peu élevé. Quand je compare par rapport au reste du marché, voilà, je suis quand même dans le dessus alors que j'ai peut-être pas assez d'expérience, j'en sais rien, tu vois. Quelle est la bonne posture à avoir par rapport à ça et comment on peut faire pour changer justement cette vision des choses qu'on a, surtout quand on est conscient déjà du fait qu'on est bloqué par rapport à cette augmentation de prix. Ben justement, c'est tout un processus. On passe par différentes étapes. Ok, ton prix actuel ne te convient pas. On peut faire bêtement de la stratégie prix, mais ça ne suffira pas. En fait, quand les gens travaillent avec moi, ils viennent souvent en disant « j'aimerais bien augmenter mon prix » ou « je suis pas content de mon prix aujourd'hui » ou « j'ai tel souci avec mes devis ou avec mes factures ». On ne va pas parler de ça directement. On va aller travailler leur relation à l'argent. Et une fois qu'ils ont adopté cette nouvelle posture, cette nouvelle identité, bien souvent, on n'a plus besoin de travailler sur le prix. Parce que eux-mêmes ont vraiment pris conscience de la valeur de ce qu'ils offraient. Ils s'autorisent à prendre une nouvelle place. Ils s'autorisent à oser être réellement eux-mêmes, à affirmer leurs choix, à poser des limites. Et donc, ça devient naturel pour eux de faire évoluer leur prix. Sans qu'on ait parlé réellement de prix. Évidemment, s'ils ont besoin de conseils sur leur prix, je leur en donne. Mais c'est de moins en moins utile quand on a fait tout le processus de transformation de la relation à l'argent. Après, voilà, c'est très bien de pouvoir se libérer de ces pensées limitantes par rapport au prix, mais comment on fait face au fait que peut-être que nos clients, eux aussi, ont des problèmes par rapport à l'argent, et que du coup, quand on va augmenter notre prix, peut-être qu'eux, ils vont se dire « Ah mais en fait, pourquoi t'as augmenté ton prix? C'est trop cher, moi j'aurais pu prendre tes services. » Ils pourraient mal réagir. Après, peut-être que c'est justement une fausse croyance de penser ça. Je sais pas quel est ton avis par rapport à ça. Alors, de tout ce que j'ai vu, parce que j'ai donné pas mal de formations sur la psychologie du prix à une époque, c'est souvent nous qui projetons nos propres peurs sur nos clients. Donc, on réfléchit à leur place.
On se dit, ah, mais si j'augmente mes prix, mes clients n'auront plus les moyens. On n'en sait rien. Ils sont peut-être déjà partis 3 fois en vacances cette année, les clients. Ça dépend. En fait, c'est très rarement un problème de prix. C'est souvent un problème de priorité. Où est-ce que je mets mes priorités? Est-ce que je mets mes priorités dans l'achat d'un nouvel iPhone ou est-ce que je mets ma priorité dans le développement de mon entreprise? C'est là que ça se joue. Et évidemment, là, c'est de la stratégie commerciale, c'est qu'est-ce qui est réellement important pour mon client. Mais je te dis, la plupart du temps, c'est nous qui projetons nos propres peurs. Je me souviens d'un exemple très parlant. J'avais eu une dame en formation qui fabriquait des vêtements haut de gamme pour enfants. Et elle avait un souci avec son prix, parce que comme c'était du haut de gamme, il fallait que ça, quand même que ça ait un certain prix. Elle n'était pas à l'aise avec ça parce qu'elle se disait, mais moi, je ne mettrai jamais ce prix-là pour des vêtements pour mes enfants, parce que mes enfants, ils courent partout, ils salissent, ils abîment les vêtements, donc ça ne vaut pas la peine. Et puis à un moment donné, elle a eu vraiment un switch qui s'est fait dans sa tête, et elle s'est dit, mais je ne suis pas mon client. Donc ce n'est pas parce que moi, je ne serai pas d'accord de mettre ce prix-là, que mes clients ne seront pas heureux de le faire. Parce que il y a beaucoup de trucs dans le développement personnel qui est un peu pourri, où on dit il faut que tu sois d'abord d'accord toi de payer ce prix-là pour que tes clients soient d'accord. Ça n'a juste rien à voir. C'est quoi la valeur de ce que tu offres? Et est-ce que tu as un positionnement qui fait que tes clients, est-ce que tu as bien choisi ta cible? Est-ce que ton positionnement fait que le type de client que tu as choisi est d'accord de payer ce prix-là et reconnaît la valeur de ce que tu offres? Ça n'a rien à voir avec ce que toi t'as. Ouais. Et puis ça dépend aussi déjà, est-ce que on règle les problèmes de personnes qui sont comme nous? Si c'est pas le cas, alors cette logique n'a aucun sens de toute façon. Mais là, on retombe vraiment dans les fondamentaux de la création du prix. C'est qui est ta cible, quel est ton positionnement et qu'est-ce que tu offres d'unique. Tu me dis, je suis plus cher que le marché, ben j'ai envie de te dire bravo. Parce que ceux qui suivent juste le prix du marché, en fait, ils font pas ce qui est bien. Ils ne font que se raccrocher aux peurs de ceux qui sont passés avant eux. Qui a défini le prix du marché? Et imagine quelqu'un qui se dit, ah ben voilà, je vais m'installer dans ce domaine-là. J'imagine que mes clients vont accepter de payer ce prix-là. Et puis quelqu'un d'autre arrive et se dit, ah, celui-là, il fait autant, ben moi, je vais mettre 5 € moins cher ou 5 € plus cher. Mais on reste toujours dans ce qu'on appelle l'océan rouge, où tout le monde fait plus ou moins la même chose, pour plus ou moins le même public, pour plus ou moins le même prix. Comment veux-tu choisir réellement quelqu'un en fonction de ça? Bah, tu vas choisir parce que ses horaires sont plus adaptés, parce qu'il a un plus grand parking, parce que ça te convient mieux, parce qu'on te l'a recommandé, mais pas parce que c'est cette personne-là. Moi, le but, c'est que les gens achètent parce qu'ils ont réellement choisi de travailler avec Jean-Christophe. Pas avec quelqu'un d'autre qui travaille dans le digital. Mmh. Mais pour ça, il faut que tu sois reconnaissable. Mais c'est là toute l'importance de la différenciation, du coup. Exactement. Savoir pourquoi les gens viennent chez toi. Mais ça, je remarque beaucoup, en tout cas avec des prospects que j'ai rencontrés cette année, quand on leur demandait, mais c'est qui vos clients? Ah, c'est tout le monde. Ah, ok, donc par exemple, une entreprise de construction pourrait s'adresser en fait à tout le monde et n'importe qui de la rue, mais je n'en suis pas si sûr que ça. Et il y a ça un peu avec tout, où les gens pensent que leur business s'adresse à tout le monde. Du coup, ils sont un peu les mêmes que leurs concurrents parce que voilà, c'est tout le monde. Quand on leur demande, bah, c'est quoi ta différenciation par rapport aux concurrents, peut-être mon service client, ou peut-être mes employés, mais au final, il y a rien de vraiment. Ils ont pas l'air de bien comprendre en fait les éléments qui font que quelqu'un vient chez eux et qui vient chez eux exactement. Et forcément, quand on a cette vision-là, on se retrouve à se dire, bah tiens, voilà, mon prix, il doit être acceptable par tout le monde, et donc je vais faire un bas prix. Exactement. Bah, imagine que tu es dans la construction. Imagine que tu as décidé de construire des maisons en bois qui ont un certain style. Forcément, tu t'adresses pas à tout le monde. Tu vas t'adresser à des gens qui sont sensibles à ce type de construction-là parce qu'ils veulent un matériau renouvelable et des choses comme ça, avec un certain budget, à mettre dans un certain environnement. Donc, c'est clair que tu t'adresses pas à tout le monde. Mais en fait, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens de savoir quelle est leur différence, quelle est leur unicité. Donc dans ce cas-là, je leur dis souvent, posez la question à vos clients. Pourquoi ils ont choisi de venir chez vous? Et s'ils vous disent juste parce que vous étiez 5 € moins cher que l'autre, il y a un souci. Il va falloir retravailler.
Et du coup, puisque tu es quand même experte aussi en stratégie prix, j'ai peut-être une ou deux questions par rapport à ça. Est-ce que tu as des bonnes pratiques au niveau de la définition d'un prix en général? Ben, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les fondamentaux, c'est savoir réellement qui est sa Ouais. cible. Mhm. Quel est ton positionnement? Est-ce que tu fais un positionnement très particulier haut de gamme ou est-ce que tu te situes ailleurs? Et quelle est ta différenciation? Et à partir de là, tu vois qu'est-ce qui existe sur mon marché, qu'est-ce que le marché propose, où se situe mon offre par rapport à ce qui existe déjà, est-ce que c'est mieux que ce qui existe, est-ce que c'est un peu moins bien, qu'est-ce que je peux faire pour adapter? Et alors là, tu vois, si c'est un petit peu mieux, bah tu peux augmenter un petit peu ton prix par rapport à ce qui existe. Mais c'est là que je trouve qu'il y a une limite par rapport à la stratégie prix, c'est que ça ne prend pas en compte tout l'aspect vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Et donc, quand on travaille sur la relation à l'argent, on part vraiment de la personne, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, quelle est la valeur de ce que j'offre, et ça peut être parfois, on s'occupe pas de la concurrence en fait. Parce que comme je te l'ai dit, la concurrence, ben, comment est-ce qu'elle a choisi son prix, elle? Est-ce qu'elle a choisi par rapport à ce qui existait déjà aussi? Donc, est-ce que c'est Hmm. réellement par rapport à la valeur de ce qu'elle offre, ou est-ce que c'est par rapport aux peurs des autres? Donc, c'est ça que je Ouais. trouve, juste de la stratégie prix, ça a des limites. Et tu parles de valeur justement. Moi, ça m'a toujours semblé compliqué d'évaluer la valeur de ce que tu apportes, pouvoir définir et ajuster ton prix en fonction de la valeur. Alors, en plus, tu as deux types de valeurs. Tu as la valeur tangible et la valeur intangible. La valeur tangible, tu peux mettre facilement un chiffre dessus. La valeur intangible, c'est le petit plus que Ouais. tu apportes, mais qu'on ne sait pas quantifier. Et donc, c'est difficile de se dire, en valeur tangible, ça vaut autant, et en valeur intangible, ça vaut autant, donc je suis au-dessus des autres, ou je suis au même niveau que les autres, ou je suis en dessous des autres. Donc, c'est vraiment un truc de feeling. Et finalement, quand mes clients me disent, qu'est-ce que je dois mettre comme prix? Ben, le plus simple, c'est encore de leur dire, mais avec quel prix est-ce que tu es à l'aise aujourd'hui? Et on repart. Quelles émotions arrivent quand tu penses à ce prix-là? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que c'est OK? Eh ben, teste ce prix-là et vois comment c'est reçu. Si énergétiquement c'est aligné avec toi, logiquement, ça sera bien reçu en face. Et un prix n'est jamais définitif. Tu as le droit de mettre ce prix-là aujourd'hui. Dans 2 semaines, si tu te dis, finalement, je suis plus trop à l'aise, tu as le droit de le diminuer et tu as aussi le droit de l'augmenter. Donc, c'est tout le temps fluctuant. Il n'y a rien qui est choisi une fois pour toutes. Et en plus, c'est ton business, donc c'est tes règles. C'est toi qui choisis. Forcément, oui. Mais pour cette histoire de valeur, toi, est-ce que tu as déjà dû définir des prix à la valeur? Est-ce que tu fais ça toi-même? Et Non. non? Mais du coup, parce que tu vois, moi, ça me semble tellement abstrait parce que j'ai suivi beaucoup de formations. Ils disaient, oui, dans le consulting, la base, c'est faire à l'heure, ce qui est vrai. C'est une Mais, mauvaise idée. mais il ne faut pas faire à l'heure, il faut vendre à la valeur. Ok, Ok. mais comment je fais pour définir la valeur que la personne va obtenir quand je lui ai fait, par exemple, ses publicités Facebook, imaginons, tu vois. Comment je définis la valeur finale? Alors, attends. Juste un petit mot par rapport au tarif horaire. Oui. C'est pas une bonne idée le tarif horaire parce que plus tu deviens expert dans ton domaine, plus tu as d'expérience, plus vite tu vas travailler normalement. Donc, imaginons, tu as un tarif horaire de 100. Avant, il te fallait 2 heures pour faire le travail, donc tu gagnais 200. Après quelques années, il te faut plus qu'une heure. Et après quelques années, il te faut Ok, plus ouais. qu'une demi-heure. Si tu gardes le même prix, tu avais 200 au départ, il te reste 50 à la fin. Même si tu as augmenté tes prix et que tu es passé à 200 € la demi-heure, finalement, tu gagnes toujours la même chose. Donc, c'est pas intéressant. Bon, tu vas me dire, s'il ne te faut plus qu'une demi-heure, tu peux mettre plus de clients, mais tu vas t'épuiser aussi. Par rapport à la valeur finale, tu me dis par rapport aux publicités Facebook, par exemple, si tu connais bien ton client, si tu connais bien ton métier, logiquement, tu peux déjà estimer combien ton client pourrait gagner grâce au travail que tu vas lui apporter. En gardant bien en tête que il faut qu'il taffe derrière. Parce que si tu lui fais une super pub Facebook et puis que lui derrière le service client ou n'importe quoi ne délivre pas,
il n'aura pas de Forcément, résultat, mais ça sera pas de ta faute. Tu peux aussi lui dire, j'ai des clients qui avaient fait ça, c'est de dire, je m'engage en fait à vous apporter tel résultat, et donc vous me payez en fonction du résultat. Mais c'est un tarif plus cher en fait que de lui dire au départ, voilà, c'est un forfait de autant pour tel type de travail. Est-ce que tu as un exemple, peut-être un cas typique de problématique que tu as résolu chez un client que tu pourrais nous partager? À quel sujet principal? Par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, donc avec les croyances limitantes qu'on peut avoir et la relation à l'argent. J'ai fait avancer tous mes clients, mais c'était dans des domaines très très divers. Mais ce qui se passe en général, c'est que la transformation est tellement importante. L'identité de mes clients au départ et l'identité de mes clients à la fin, c'est plus la même chose, c'est plus la même personne. Ça a un effet aussi sur leur business, parce qu'ils se disent peut-être, tiens, tel type d'offre, j'ai plus envie de la proposer, ça ne correspond plus à qui je suis, donc j'ai envie de faire évoluer mes services vers telle chose. Si je reprends tout au début où je faisais juste de la stratégie prix et de la croyance sur les prix, je me souviens d'une cliente qui était super sympa et qui avait été très très mal conseillée par son comptable. Son comptable n'avait pas bien compris ce qu'elle proposait comme service et lui avait dit ah, dans ton domaine c'est un peu comme les gens qui font ça, donc c'est pas plus de autant de l'heure. Et c'était un tarif mais extraordinairement bas par rapport à ce qu'elle offrait. Donc on a travaillé là-dessus. Elle s'est dit ok, je suis prête à augmenter mes tarifs. Mais elle était aussi dans une tarification horaire. Et en fait, elle avait créé, je crois, un espèce de programme informatique pour aider son client à vraiment avancer. Mais en fait, elle dit, j'ai passé 12 heures à faire ça, mon nouveau tarif horaire, c'est autant, donc ça fait autant. Je dis, mais tu sais que tu pourrais demander 10 fois plus. Je dis, pourquoi? Je dis, qu'est-ce que tu lui fais gagner à ton client avec ce fameux programme informatique? Elle m'a dit, avant, il y avait une personne qui travaillait, je pense, une journée par mois à encoder tout. Et donc, on avait calculé une journée par mois de cet employé-là, fois 12 mois, fois X années, ça fait autant. Grâce au programme informatique, c'était un quart d'heure par mois. Ok. Elle dit, au lieu de prendre ton petit tarif horaire, même si tu as augmenté tes prix, combien est-ce qu'il gagne ton client grâce à ton programme? Elle dit, ah oui, quand même. Donc j'ai dit, tu aurais pu demander une partie de tout ce gain. Et en fait, elle a proposé un prix en tremblant. Hein. Elle n'était pas à l'aise par rapport à son client, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Et j'ai dit, tu aurais pu lui demander 10 fois plus, il allait te payer 10 fois plus. Donc là, c'est vraiment un exemple du coup de tarification à la valeur ici, plus à la valeur tangible du coup. Oui, mais là c'était facile à calculer la valeur tangible, donc c'était facile, c'était évident. Ok, c'est intéressant comme exemple ça. Juste pour revenir un peu sur les croyances limitantes, est-ce qu'on peut s'en débarrasser complètement ou c'est impossible? Alors, s'en débarrasser complètement, c'est utopique. Parce que chaque fois que tu vas passer un palier dans ton entreprise, tu as le même type de peur qui va revenir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important d'apprendre à les identifier avant qu'elles ne te bloquent. Et c'est ce que j'apprends à faire à mes clients. Mais j'ai des mentors qui sont multimillionnaires et qui disent, chaque fois que je dois faire quelque chose de nouveau dans mon entreprise ou passer au palier suivant, eh bien, j'ai toujours les mêmes peurs qui reviennent. En fait, c'est comme un oignon. On enlève une couche à la fois. Et le but du jeu, c'est d'enlever un maximum de couches, mais on n'arrivera jamais au bout. Et le fait de se dire, c'est je vais l'accepter, je vais apprendre à reconnaître mes peurs. Maintenant, je sais ce qu'elles veulent dire. Elles sont pas là pour me bloquer, elles sont juste là pour me dire, ok, je suis en train de sauter dans l'inconnu. Mais c'est bon pour moi l'inconnu, donc j'y vais. Ça, donc avancer vraiment, il faut quand il y a des, en fait, il faut aller vers le fait de sortir de sa zone de confort, en gros. Sortir de sa zone de confort sans se faire mal, hein, parce que parfois la peur, elle est de bon conseil aussi. Elle peut t'éviter de sauter d'un pont, c'est pas mal non plus. Mais donc, apprendre à reconnaître, tiens, là je procrastine,
pourquoi je procrastine, aller voir le bénéfice caché qu'il y a derrière, comme on a dit tout à l'heure, Ouais. et aller voir ce que ça te coûte de ne rien faire. Et juste faire ces deux choses-là, logiquement, tu devrais te dire, OK, donc c'est juste une peur qui me dit que je suis en train de passer à un autre niveau, donc je peux y aller. Je vais pas mourir. Ouais, ok. Ouais. Mais si la peur reste et que tu te dis, je vais mourir, ne le fais pas. Ici, je sais pas s'il y a un sujet particulier qu'on n'a pas abordé, que tu voulais partager peut-être avec les auditeurs auditrices. Je crois qu'on a Peut-être déjà abordé pas mal de choses. Ouais, il me semble. Hein. Je sais pas si tu avais une astuce, un conseil qui te passait par la tête. Mais je te dis, l'exemple que je viens de te partager en allant regarder le bénéfice caché et le coût de ne pas Tout à fait, agir, ouais. c'est déjà un très bon exercice à faire. Ok, ben j'invite alors tous les auditeurs auditrices à le faire dès maintenant. Voilà. Maintenant, il faut réussir à identifier ces moments-là, justement. Mais bon, ça, c'est Et tout si le vous challenge. Et si vous avez besoin d'aide, vous revenez vers moi. Vous pouvez aller voir sur mon site web valeriemaréchal.com. Il y a un appel diagnostic qui est à votre disposition pour qu'on fasse le point justement sur votre relation à l'argent. Top, ben, je mettrai le lien en description de cet épisode. Et voilà, ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, c'était super intéressant. Je Merci pense à que ça toi. va... Ben, merci. Ça va aider, je pense, tout le monde à revoir cette relation à l'argent et, je l'espère, à débloquer les freins qui peuvent y avoir au niveau du succès en tant qu'entrepreneur. Franchement, faites le chemin, ça va transformer votre vie et votre entreprise. Donc allez-y, n'ayez pas peur, faites les premiers pas et si vous avez besoin d'aller plus loin, je suis là. Oui, contactez-la. Allez, salut, passez une bonne journée. À bientôt Jean-Christophe, merci. Bien voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu qu'on a abordé avec Valérie. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube ou ce podcast, ça dépend là où vous l'écoutez, pour être sûr de manquer aucun des prochains épisodes, parce que comme d'habitude, il va encore y avoir d'autres interviews, d'autres contenus pour vous aider à obtenir plus de résultats dans votre business. Donc assurez-vous de ne pas les manquer en vous abonnant dès maintenant. Et on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut tout le monde!